Bonjour et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle émission Art TV. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici et toute ma gratitude va bien entendu à Philippe Ferrer et à toute l'équipe de On ne vous demande pas d'y croire. Nous allons avoir l'opportunité d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur et qui, je suppose, vous intéressent aussi puisque vous êtes là. Et d'ailleurs, si ce n'est déjà fait, je vous propose de vous abonner à cette chaîne et puis par la même occasion de vous abonner au groupe Facebook Art TV Sandrine Dupuis sur lequel nous aurons l'occasion de discuter entre les émissions. Vous pouvez aussi retrouver mon site internet et toutes les activités créatives qui seront en lien avec l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance de pouvoir accueillir une personnalité vraiment très joviale, très joyeuse et qui va servir de tremplin quelque part entre les émissions. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous présente aujourd'hui Nathalie Dangelot. Nathalie qui est médium et à qui je dis bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous et merci de cette jolie invitation. Je suis ravie d'ouvrir le bal pour cette belle chaîne à venir. Oui, c'est vraiment le cas et donc tu ouvres le bal pour cette chaîne, mais comme je le disais, tu sers un peu aussi de tremplin parce que l'émission de Philippe, eh bien, elle touche à la médiumnité, au magnétisme, aux soins énergétiques, etc. Et on va faire le lien ici en allant doucement vers l'art. Alors Nathalie, elle n'est pas une artiste à proprement parler, mais vous allez voir qu'elle est extrêmement créative, qu'elle fait de très belles choses. Et ça va vraiment être le pont entre les deux, puisqu'après on va vraiment se diriger vers de l'art vraiment sous sous sa forme la plus commune au niveau dénomination. Voilà. Alors aujourd'hui, Nathalie, eh bien, je te propose de commencer tout de suite, c'est à présenter l'événement qui aura bientôt lieu puisque c'est le week-end prochain. Absolument, c'est le 15 et 16 février prochain à Tremblay-les-Villages du côté de Chartres et ça s'appelle le salon L'Art au service de l'être. Merci beaucoup. Alors Nathalie, tu vas nous parler de ton parcours. On aimerait bien savoir, avant d'en arriver à cet événement-là, qu'est-ce qui s'est produit dans ta vie? Comment tu en es arrivée là? Est-ce que tu as toujours été médium? Première question. Alors écoute, en tout cas très intuitive, oui. En revanche, quand j'étais petite, je ne voyais pas d'entité ou autre. En revanche, j'étais vraiment dans une famille très ouverte à la question, où on pouvait parler des fantômes, de la médiumnité. J'ai une marraine également qui était très spirituelle, très tournée vers le bouddhisme, et vers l'ésotérisme également. Donc c'est des sujets qui étaient abordés en fait dans la famille, mais personne n'était relativement de la partie entre guillemets. Et puis, pour moi, mon déclencheur dans ma médiumnité, ça a été vraiment la naissance de ma fille. Donc, on dit souvent que dans les parcours des médiums, c'est les morts, quand on traverse des deuils, où finalement notre médiumnité se réveille. Finalement, moi, ça a été la naissance de ma fille qui a été un propulseur. Donc c'est pas du tout une question de deuil là, c'est une naissance. Et comme on dit, il y a une naissance pour une mort, parce qu'en fait c'est une sorte de petite mort aussi de la maman, enfin de l'enfant, de la femme qui devient mère. Donc si on regarde de manière métaphorique, il peut y avoir aussi une certaine mort finalement. Mais il n'y avait pas que ça, si je me souviens bien, quand on avait discuté, tu avais parlé aussi d'un changement Professionnel. Au niveau Oui. professionnel. Eh bien, c'est arrivé après la naissance de ma fille. Donc, tu vois, ça a été vraiment un propulseur. Et effectivement, il y a eu un gros changement de vie. C'est-à-dire que j'avais un métier très dans la matière. J'étais chef d'entreprise d'une grande société de cosmétiques à mon compte, gestionnaire d'équipe, etc. Et c'est vrai que à la naissance de ma fille, je ne donnais absolument plus de sens à ce métier. Donc c'est là où il y a eu tous ces changements, en fait, ces transitions. J'aime bien ce mot de transiter plus que de deuil finalement, mais c'est là où j'ai transité et j'ai eu la chance de rencontrer un médium qui m'a vraiment pris sous son aile, qui a senti mon potentiel et qui m'a transmis tout ce qu'il savait en fait.
Et ton métier, ce qui ne te plaisait plus, en fait, c'était quoi? C'était le fait qu'il est... Enfin, oui, Ouais, explique-nous. ben, pour moi, c'était la surconsommation, puisque voilà, c'était des métiers très commerciaux, je dirais, où il fallait faire du chiffre, parfois au détriment finalement des besoins de la personne en face. Et puis, on était mis sous pression, l'humain n'existait plus. J'ai subi du harcèlement moral également de la part de ma direction. Donc, voilà, je donnais absolument plus de sens dans le fait où finalement, je n'avais plus l'impression d'être réellement au service d'un certain bien-être pour la personne et d'être à l'écoute, mais d'être simplement dans voilà, une chaîne de surconsommation. Le fait d'avoir quitté ça, ça... Parce que on pourrait dire aussi que finalement la consommation, elle se trouve à tout niveau. Parce que bon, qu'on soit médium, qu'on soit médecin, qu'on soit dans n'importe quel métier, il y a toujours quand même une part de revenu aussi pour l'activité que l'on fait. Pour toi, ça n'est pas du tout la même chose, n'est pas ressenti de la même manière. C'est pas du tout ressenti de la même manière, étant donné que lorsque je donne des séances, je vois un avant-après chez la personne. Je vois le bénéfice qu'elle en tire. Si je compare voilà, un achat compulsif sur un produit de maquillage ou de shampoing qu'on achète x3 parce qu'il y a la bonne promotion, je ne vois pas où est le bénéfice pour la personne. Alors que là, j'ai l'impression de donner plus de sens puisque je suis sur un accompagnement de l'intérieur finalement de la personne pour qu'elle puisse se révéler. Hmm. Et au milieu de ton milieu familial et puis de ton couple, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette médiumnité? Alors, disons que j'étais toujours la plus connectée de la famille, donc c'était pas une grande surprise parce que jeune, je tirais les cartes, voilà, donc c'était pas une grande surprise. Concernant mon couple, j'ai eu cette chance en fait d'avoir vraiment un conjoint merveilleux qui a vu l'avant-après, c'est-à-dire à quel point je ne m'épanouissais plus et que je ne donnais plus de sens dans mon métier. Et il a vu comment je me suis épanouie dans ma nouvelle vocation finalement. Et il a été très aidant. Et ça, c'est vraiment une grande chance que j'ai eue justement, c'est d'avoir ce soutien-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de collègues à moi où justement parfois bah, il y a des dissensions familiales, sentimentales. Hein. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir vraiment un socle fondateur qui m'a aidée en fait à déployer mes ailes. Hmm. Et comment ça s'est passé pour toi alors? Tu es devenu du jour au lendemain, tu avais toutes tes facultés ouvertes, ou bien est-ce qu'il y a eu un cheminement, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Il y a une évolution. Je pars du principe que de toute façon, notre médiumnité, elle grandit avec notre développement personnel et spirituel. Euh, Mes capacités du début ne sont plus du tout les mêmes actuellement et je sais que dans 4 ans, on s'en reparle et je te dirai encore la même chose. Ah oui, tu Parce penses? que Oui. oui, Oui. complètement. Pour Hmm. moi, ça évolue. Ben, je vais te donner un exemple. Tu vois, j'avais peur de la transe, par exemple de l'état de transe, hein, qui est un état de médiumnité où tu te mets canal pour le monde spirituel et tu le laisses parler à travers toi. Et la transe parlée était un état qui me faisait absolument peur. Hein, et j'avais une professeure médium de la Arthur Findlay College où j'étais allée en Angleterre Ah ça, qui on va y revenir, hein, ouais, oui, bah oui. qui m'avait dit, Nathalie, tu as Hmm. un vrai potentiel là-dessus, mais le monde spirituel ne te forcera pas à y aller si tu en as peur. Et je lui avais dit vraiment, j'en ai peur de cet état-là. Et en fait, j'ai eu un déclic au mois de juillet 2024. Et maintenant, c'est un état que j'aime et dans lequel j'aime être pour pouvoir transmettre. Donc, tu vois, c'est pour ça je te dis qu'elle évolue vraiment, elle grandit avec nous, notre médiumnité, par rapport à nos expériences de vie, par rapport à ce qu'on traverse. C'est normal, en fait. Mais donc, tu dis que tu es dans un état de transe. Tous les médiums ne parlent pas exactement de la même manière, Oui, évidemment. oui. Tu dirais plus que tu fais du channeling ou bien Alors, comment tu sens les ouais, choses? je me suis longtemps posé la question justement de la différence entre trance et channeling. Et en fait, en tout cas, pour moi, l'état de trance, c'est vraiment on descend au plus profond jusqu'au rien. C'est-à-dire que vraiment, on se met totalement de côté.
on a toujours une sorte de contrôle, c'est-à-dire qu'on peut être conscient de ce qui se passe, mais par contre, on ne peut pas interférer. Moi, si je peux t'expliquer mon état de transe, j'ai l'impression de participer à une conversation de loin entre amis, c'est-à-dire entre le monde spirituel et ce qui délivre aux autres, mais par contre, je ne peux pas interférer. Maintenant, certains disent que c'est la même chose avec le channeling. Je pense que chacun voit avec sa propre vérité. Je ne sais pas, en tout cas moi, de la façon dont je l'ai expérimenté, et je l'ai expérimenté auprès de la Arthur Findlay College, c'est l'état de transe parlé. Donc après, c'est un autre sujet, un vaste débat, mais channeling veut dire canalisation. Donc, oui, c'est ça. Canalise de là où... Et comment tu te sens? Tu es consciente de ce que tu transmets ou bien tu as un moment d'absence pendant ce moment-là? Ça va dépendre de la profondeur de la transe. Il y a des moments où j'entends quelques mots, mais pas les phrases. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je sors de l'état de transe, c'est comme un rêve, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, tu sais, ça disparaît. C'est assez vaporeux et tu ne sais plus ce que tu as dit exactement. Donc c'est pour ça que quand je transe, j'essaye soit de retranscrire derrière assez rapidement, parce que sinon ça part, ou alors je me filme. Comme ça, je peux garder une trace. Pour avoir une trace. Voilà, une trace, exactement. D'accord. Et ça tu l'as découvert donc au collège Arthur Findlay. Oui. Alors Arthur Findlay, évidemment, c'est quelque chose qui fait un peu rêver, hein, ce fameux château d'Harry Potter. Voilà, c'est ça, c'est Poudlard. Tu y es allée de nombreuses fois? Alors, j'y suis allée 2 fois. Et puis ensuite, j'ai suivi des cours par Zoom. Parce qu'aussi, ils proposent entre les sessions francophones de pouvoir s'exercer entre nous par Zoom. Moi, j'y suis allée 2 fois. Et c'est vrai que la première fois, c'était comme l'impression de rentrer à la maison. C'était très particulier. Ah, c'est vrai, tu t'es sentie vraiment à l'aise là-bas. Oui, complètement. Alors déjà parce que mes racines sont anglophones, ma mère est anglaise, donc déjà j'étais dans un environnement très familier. Et puis il y a une sensation en fait d'être vraiment entre familles d'âmes. On se reconnaît les uns les autres. C'est vraiment très particulier. Et il y a vraiment cet état d'esprit de confrérie, de fraternité ou de solidarité aussi, où vraiment on s'entraide les uns les autres, parce que, mine de rien, cet endroit, au-delà, je dirais, du propos de travailler sa médiumnité de manière intensive, c'est avant tout un retour vers soi. Et ça nous apprend beaucoup sur nous. C'est un booster, c'est un accélérateur. Donc vraiment, en tout cas, si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, si vous ressentez l'appel, allez-y, vraiment. C'est une belle expérience à vivre. Mais c'est vrai que c'est un booster. Ouais, c'est vraiment un booster. Et tu as l'impression que ça s'adresse à tout le monde, même ceux qui n'ont pas vraiment de faculté, mais qui ont plutôt un désir, ou bien il faut quand même déjà avoir ce petit truc pour pouvoir aller là-bas? Il y a absolument tous les niveaux. Tu sais, on a un questionnaire d'entrée où justement on peut poser les choses et dire voilà, moi je suis totalement débutant, totalement novice, mais très curieux de voir où est-ce que je peux peut-être exploiter mon potentiel. Donc c'est assez bien fait à ce niveau-là. Moi je me rappelle notamment d'un camarade qui était comptable, qui n'avait jamais tâté de sa médiumnité, etc. Et à la fin de la semaine, il faisait des contacts défunts absolument sublimes. Donc, en fait, pour moi, c'est pour tout le monde, à partir du moment où on a cette curiosité, cette volonté d'aller à la rencontre de soi. Ouais. Et comment tu expliques, par exemple, en parlant de ce camarade-là, qu'il ne pouvait rien faire en arrivant et puis qu'il a développé ça en 1 semaine? C'est vraiment l'aide qui est apportée sur place qui fait ce changement? C'est l'aide sur place, c'est aussi l'énergie du lieu, parce que les professeurs nous le disent, hein, c'est un lieu tellement chargé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a des pionniers spiritualistes de médiums voilà, du siècle dernier, de l'avant-siècle même, qui sont passés par là. Donc il y a vraiment une énergie très particulière. Les professeurs sont des médiums chevronnés qui ont 30, 40 ans d'exercice derrière eux. Donc il y a vraiment un cocon. Et puis
mine de rien, on sort de notre quotidien. On est vraiment dans une bulle totale pendant une semaine. Et c'est pour ça que souvent on dit attention à la redescente, parce que quand on rentre chez soi derrière, il faut un palier de décompression aussi, parce qu'on a été vraiment dans une énergie haute pendant une semaine entière. Quand on revient chez soi, parfois, il peut y avoir des états de déprime passagers, tu vois, parce que du coup, le delta est un peu trop grand. Oui, c'est souvent ce que ressentent les personnes aussi qui vont faire des retraites, tu sais, ou des choses un peu longues de quelques semaines ou quelques mois dans un certain milieu. Ben, revenir, c'est souvent difficile, c'est vrai. Exactement, exactement. Et donc, pour en venir à notre sujet aussi, Oui. par rapport à l'art, est-ce que dans ta famille, il y avait une prédisposition à cela? Alors oui, mon papa est artiste peintre, donc amateur, mais c'est vrai que je l'ai toujours vu dessiner, peindre. Il était dessinateur industriel de formation et artiste peintre. Donc il y avait déjà ce goût pour la couleur. En plus, il a un univers très foisonnant, très coloré, très abstrait. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu pour habitude de le voir faire. De le voir faire, est-ce que tu étais invitée à participer ou bien simplement comme tous les enfants? Non, du tout. Non, parce qu'il est très perfectionniste. Pas touche à ses affaires, c'est ça. Alors, comment tu as développé la tienne alors de créativité? Eh bien, c'est par ma médiumnité, en fait. Si tu veux, sans faire de la psychologie de bas étage, mais quand même, je pense qu'il y avait un certain conflit de loyauté vis-à-vis de mon papa, où je me disais, voilà, lui peint très bien, moi, je ne peux pas le faire, entre guillemets. Donc, je me suis longtemps refusée, en fait, à aller vers l'art comme moyen d'expression. Et puis, c'est finalement la médiumnité qui m'y a emmenée. Et notamment, j'ai une guide qui s'appelle Nicolette, qui m'a donné son prénom et qui, en fait, était une ancienne professeure des écoles, mais de maternelle, et qui avait l'habitude de faire des dessins à ses élèves, etc. Et elle aime particulièrement l'écriture, la peinture, les couleurs. Et donc, quand je la elle transmet énormément de messages en ce sens, notamment aux personnes qui reçoivent ces messages-là, où justement, elle les invite à revenir à leur créativité, à faire travailler leur enfant intérieur, à revenir dans la joie vraiment de travailler avec la couleur. Et c'est vrai que depuis que je la j'ai retrouvé la joie d'aller au contact de la couleur, d'aller au contact de ma propre créativité et de ma fibre artistique. Donc finalement, toi aussi, tu es retournée vers ton enfant intérieur. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Donc c'est vrai que c'est vraiment la médiumnité qui m'a réintroduit vers ma fibre artistique. D'accord. Et tout ça, alors, donc tu as parlé de 2024, mais en gros, tu situes où cette renaissance finalement à ta créativité? Oui. 2000, alors, à ma créativité, je dirais 2 années. 2 années. Ouais, je dirais 2 années. Après, tout dépend ce qu'on appelle créativité, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'avais commencé par les pierres, par la lithothérapie. Et je créais des bijoux de manière médiumnique, c'est-à-dire que je me connectais sur photo et ensuite je créais des bijoux pour les personnes. Donc finalement, ma créativité, elle était déjà là avec ma médiumnité, en fait, donc en 2018. Mais pour ce qui est vraiment de la fibre artistique, je dirais en tant que telle, de dessin, de peinture, ouais, là, je dirais, ce serait 2 années. Alors, si j'en reviens à ton projet ici, l'art au service de l'être, qu'est-ce que tu entends justement par là? Eh bien, ce que j'entends, c'est que ce projet, je l'ai dans la tête depuis, je dirais, 1 an et demi. Et je ne savais pas encore comment l'articuler. J'avais le propos, c'est-à-dire que pour moi, l'art, c'est noble. Et j'avais besoin de rendre hommage à l'art lorsqu'il justement se met au service de notre être, quand il se met au service de notre âme. C'est-à-dire que pour moi, l'art guérit.
quand on est en présence de l'art, que ce soit quand on crée ou que ce soit quand on regarde des œuvres, pour moi, il y a vraiment une phase de guérison qui s'opère. Et donc, j'avais très envie de faire expérimenter finalement aux visiteurs différents types d'art, euh, différents métiers. Dans ce salon, il y a à la fois des art thérapeutes, donc qui travaillent sur la sphère émotionnelle par l'art. Il va y avoir également des sonothérapeutes, il y a des artistes peintres, il y a des peintres médiumniques, il y a aussi des artisans connectés qui justement sont très reliés à leur médiumnité et qui créent des objets en fonction. Et donc j'avais envie de mélanger tout ce petit monde pour montrer à quel point l'art peut être au service de notre âme au quotidien, en fait. Et tu penses qu'il est au service de notre âme de quelle manière? Donc tu as dit pour la guérison. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des facultés de connexion, de médiumnité pour avoir accès à cela? Alors, et ça c'est ma vision et c'est mon point de vue, pour moi, l'inspiration, de toute façon, c'est une canalisation. C'est un contact avec là-haut, avec plus grand que nous. Donc, j'aurais tendance à dire que pour moi, tous les artistes sont des médiums. C'est ça, c'est une forme de médiumnité, c'est ça. Ouais, Oui, exactement, exactement. Parce que pour moi, l'inspiration, elle vient de là-haut. Elle vient de plus grand que nous. Voilà. C'est ça. Et elle transparaît par l'outil, le média que l'artiste choisit. Exactement, exactement. Ouais, c'est une idée que je partage aussi. D'où le projet de l'émission, tu vois. Exactement, exactement. Très bien. Alors finalement, c'est récent, mais tu t'exprimes déjà bien. J'ai vu tes dessins quand même. Ça vaut la peine. Je vais les montrer ici, tiens. Avec plaisir. Tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est? J'utilise beaucoup le pochoir pour aller un peu plus vite. Mais je choisis les pochoirs, enfin, je choisis, non. C'est plutôt eux qui me montrent, en fait, quel pochoir utiliser. Et souvent, je ne comprends pas pourquoi je les choisis, mais lorsque ensuite je fais la lecture de l'oragramme, en fait, je me rends compte qu'il y a énormément d'informations médiumniques qui sont passées et donc qui font référence à la vie de la personne ou à ses envies ou à une projection future. Donc ça peut être des dates, ça peut être des mots, des phrases, ça peut être des chansons qui viennent, ça peut être des symboles. Donc en fait finalement c'est à moi de décrypter ce que je viens de produire pour pouvoir retranscrire à la personne finalement ce que son âme a à lui dire. D'accord, donc déjà là j'aurais plein de questions à te poser. Ah ben oui. Ah ben oui. Bon, il y a d'une part le fait de retranscrire, donc c'est un peu du décodage, c'est donc symbolique ce que tu dessines. Absolument, absolument. Absolument. Donc, toi, tu détiens le décodeur et tu vas transmettre à la personne. Est-ce que, alors tu viens de parler que c'est une forme finalement de guidance. Est-ce que ce n'est pas non plus une photo instantanée de l'énergie de la personne à un moment donné, comme l'aura? Eh bien non, parce que pour moi, lorsque je fais des oragrammes, je suis plutôt sur une projection. Donc c'est plutôt une guidance pour un potentiel. Dans le sens où je vais avoir des éléments du passé, mais on ne va pas s'attarder dessus. On va plutôt aller sur la projection. Parce que finalement, ce que notre âme elle a à nous dire, ça va être ou des encouragements de ce qu'on a traversé, et c'est pour ça qu'on montre des choses du passé, ou alors ça va être justement d'encourager à aller vers telle ou telle chose. Et parfois, c'est juste, comme tu dis, ça peut être une photo instantanée, mais ça, en même temps, c'est pas moi qui décide. En revanche, j'ai toujours cette partie de potentiel, tu vois, pour avoir je dirais cette lueur d'espoir, en fait, aussi, de voilà vers quoi tu pourrais aller. Voilà, c'est comme ça que je vois en tout cas mes oragrammes.
Et donc, on peut dire que c'est une forme de voyance. Tu es à la fois médium, voyante. Je ne sais pas, peut-être que pour toi, le terme est commun. Comment tu vois ça? Alors, moi, je ne me vois pas comme voyante, parce que pour moi, la voyance, c'est vraiment de la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, d'un peu de déterminisme, tu vois, dans la voyance, alors que là, je dirais plus que c'est de la guidance. Je préfère dire guidance parce que pour moi, on peut poser une petite graine, mais après, c'est la personne qui l'a Hmm, fait germer et pousser. Euh, En tout cas, je ne me considère pas comme voyante. Ça résonne pas pour moi. d'accord. Mm. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que tu as dit le mot oragramme. Or, moi, je connais le mot orographe. Est-ce que tu peux Oui. nous expliquer ça aussi? Ben, ça, c'est là-haut, ils me l'ont soufflé. Ils te l'ont soufflé. Ils me l'ont soufflé. En fait, oui, effectivement, à l'origine, ce sont les orographes qui sont une technique justement médiumnique très connue. Et en fait, un jour, je me suis posée à table, j'ai commencé à faire un orographe. Et en fait, ils m'ont dit, mais tu sais, Nathalie, c'est pas des orographes que tu fais, c'est des oragrammes, c'est des dessins de l'âme. C'est un très joli mot, c'est vrai. Ouais. Hmm, d'accord. Et j'ai vu aussi qu'au niveau de tes consultations, finalement, tu fais tout sans support. C'est vraiment de la connexion directe avec toi. Absolument. Tu sais, la Arthur Finlay, mine de rien, on travaille énormément sans support. Donc, bah, c'est comme ça aussi que j'ai été, entre guillemets, formée, même si j'aime pas vraiment ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on a expérimenté, en tout cas là-bas. Et c'est vrai que, oui, effectivement, j'ai pas besoin de support, même sur les contacts défunts, c'est sans photo. Voilà. Après, il y a un soin que j'aime beaucoup faire, c'est le soin karmique. Et là, pour le coup, j'utilise un support, hein, j'utilise mon tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille, pour moi, c'est vraiment un outil sacré. Euh, c'est, et c'est vraiment le tarot de Marseille, première édition, je dirais, hein, pas un tarot artistique. Et c'est important pour moi parce que quand je pose dans le karmique, il y a quelque chose de très sacré comme acte. Je ne dis pas que mes autres prestations le sont pas, mais il y a un petit supplément d'âme qui fait que je passe par ce support-là pour débuter mes soins karmiques et mes tirages karmiques. Ouais. Mhm. Alors, c'est marrant parce que tu as dit tout à l'heure que l'art, c'est quelque chose de noble. Maintenant, le tarot, tu dis qu'il y a quelque chose de sacré dans Sacré. cette séance-là. Donc, on revient au monde des images, au monde du visuel, de Oui, la création, etc. Donc, pour toi, il y a vraiment ce côté noble et sacré que oui, tu retrouves là, oui. absolument. Oui, oui, oui. Et tu penses que ça fait quoi aux personnes qui reçoivent leurs orogrammes? Quel effet ça a sur elles? Alors, ça va dépendre des personnes. Certaines vont pleurer. D'autres vont être dans une joie intense parce qu'elles ont l'impression de reconnecter à un bout de leur âme. J'ai un exemple là très récent. J'avais fait un oragramme pour une amie qui est psycho-énergéticienne, soit l'écriture pour l'humanité. C'est la phrase qui a été posée en plein milieu de son oragramme. Je lui ai dit, écoute, avec une phrase comme ça, je sens vraiment que on t'invite, en tout cas le monde spirituel t'invite vraiment à prendre le stylo, à écrire ta vie. Elle a un parcours quand même euh, très vallonné. Et je lui dis, je pense que l'écriture sera à la fois cathartique pour toi, mais également pour ceux qui te liront. Et en fait, le soir même, elle m'a envoyé une photo de son cahier d'écriture, où en fait, elle avait déjà écrit plein de pages, et elle fait, mais ça a ouvert un truc, ça a libéré quelque chose, et ça y est, là, c'est reparti, et la Mhm. plume reprend. Donc, ça peut être immédiat, ça peut être instantané, l'effet de l'oragramme, comme ça peut prendre du temps. Et ça, c'est vraiment libre à chacun. Moi, j'aimerais bien, bon, te voir, en fait, que tu nous expliques comment ça se passe quand tu crées un orographe, qu'on ait un petit peu l'image du processus, de comment tu fais du début jusqu'à la fin. Déjà, je suis sur une très grande table, parce que moi, j'aime être très libre de mes mouvements.
Donc, je suis sur une très grande table. J'ai un classeur où mes pochoirs, j'en ai au moins une centaine, sont répertoriés par catégorie, je dirais. Donc, ça me permet de m'y retrouver un peu plus vite. Souvent, la musique, je peux mettre un fond sonore et généralement, je me laisse inspirer par ce que je dois mettre. Ou parfois, je peux le faire dans le silence. Ça dépend vraiment de l'oragramme que j'ai en face. Ensuite, j'ai des informations qui vont arriver, souvent en clairaudience. Peu en clairvoyance, mais beaucoup en clairaudience. Et là, je vais aller prendre les pochoirs, mais je suis comme dans un état de transe finalement. C'est-à-dire que ça va très vite, je prends, je pose, je prends des aérographes avec des feutres. Du coup, j'utilise ma propre bouche aussi et mon propre souffle pour pouvoir apposer les couleurs. Parfois, dans les couleurs, il va y avoir des taches qui vont se créer avec la salive. Mais ça me donne des informations aussi sur la personne. C'est que parfois, il y a un trop-plein d'émotions. Donc, il y a une larme qui se verse, si tu veux, sur l'oragramme. En fait, je prends absolument tout ce qui peut se passer aussi dans la pièce et autour de moi, parce que tout a un sens. Mais c'est de la réflexion ou bien c'est encore de la canalisation? C'est de la canalisation. Oui, non, je ne réfléchis pas. Si je commence à réfléchir, c'est que mon mental commence à rentrer en ligne de compte et du coup, je pose tout. Je vais faire autre chose et je reviens ensuite. Parfois, il y a des oragrammes qui sont un peu trop intenses pour moi. Et donc, du coup, parfois, j'ai besoin de faire des pauses et je le fais en 2 temps. Et donc, ensuite, je laisse un peu comme une partition, tu vois, sur le dessin. C'est une feuille A4, un peu épaisse. Et donc, je laisse se faire le processus. Alors, bien sûr, mes mains, ma bouche, j'utilise un peu tout mon corps pour le faire. Et au moment où je dois finir l'oragramme, on me le dit. On me dit, c'est bon, là, il n'y a plus rien à ajouter. Et donc, j'arrête. Et donc, même les couleurs, etc., tout est soufflé. Tout est soufflé, ouais. Oui. Tout est soufflé. Et c'est vrai que vraiment, quand je te dis, Sandrine, tout a son importance, c'est vraiment tout a son importance. Parfois, je peux avoir je sais pas, moi, quelqu'un qui vient sonner à la porte pendant que je fais un oragramme. Pour moi, c'est une intrusion. Ça dit que la personne pour qui je le fais, elle a du mal à poser ses limites, par exemple, tu vois. Tout a un sens, en fait. Mais comme tu dis, je suis un décodeur. Voilà. Oui, c'est ça. Je dois tout décoder. Et donc, tu vas reprendre vraiment tous ces éléments-là et les traduire. Les traduire dans le débrief, entre guillemets, dans Finalement, la lecture. Ça aussi, c'est un gros travail après, parce que quand tu as terminé le dessin, alors tu dois te poser un moment et essayer de l'analyser, alors de manière un peu plus... Là, tu fais appel à ta réflexion aussi pour le comprendre. Oui. Je fais appel à ma réflexion et puis ensuite je me rends compte que quand je retranscris à la personne, parce que je vais retranscrire à l'oral, c'est là où je sens que la canalisation reprend, puisque c'est beaucoup plus rapide au niveau de mon flot d'expression. Donc je sens que parfois il pousse et il me donne d'autres infos qui pourraient éventuellement ne pas être posées sur l'oragramme, mais que j'ai besoin de dire. Est-ce que ça fait suite à une consultation que tu donnes ou bien c'est complètement indépendant et on peut te demander... C'est indépendant. Oui. Donc il y a des gens qui t'appellent uniquement pour avoir leur... C'est ça. Et vous travaillez sur un thème particulier alors? Absolument pas. Non. Je demande aucune info parce que je ne veux pas justement être influencée. Et c'est là où finalement on voit la puissance de l'outil, parce que finalement ça répond à leurs attentes alors qu'ils n'ont pas déposé d'attente particulière. Oui, c'est ça. De prime abord à l'oral. Ils peuvent avoir une réponse alors qu'ils n'avaient même pas formulé la question, quoi. Exactement. C'est beau ça. Oui. Ouais. Donc on peut appeler ça aussi une guidance d'âme. Oui. C'est pour ça que sur mon site internet, l'oragramme est à côté de la lecture d'âme, parce que la lecture d'âme, c'est sans support. Donc, c'est-à-dire que je fais une sorte de passé, présent, futur de l'âme. Parfois, il y a des défunts qui s'invitent, parfois, il y a des guides qui s'invitent. Et donc, tout ça, c'est à l'oral, sans support. Alors que l'oragramme, c'est vraiment avec ce support en fait, du dessin. Donc, c'est 2 formes différentes. Mais qui finalement vont répondre à l'attente de l'âme.
C'est ça. Et donc, toutes les personnes qui vont venir à ton salon le week-end prochain, à quoi elles peuvent s'attendre? Elles vont repartir avec quoi le fait de venir à ce salon? C'est quoi Alors, l'objectif? Voilà. l'objectif déjà, c'est de passer un moment bienveillant, dans la joie, au contact de l'art, rencontrer des personnes formidables et passionnées, déjà. Ça, c'est important, c'est une expérience de visiteur. Ensuite, sur les stands et en conférence, parce qu'il y a des conférences et ateliers, en fait, le salon est gratuit et les conférences et ateliers aussi. Donc, en fait, pendant tout le week-end, on peut assister à des conférences, assister à des ateliers et de manière totalement gratuite. Par exemple, ben moi, je proposerai des oragrammes sur mon stand. Donc, les personnes pourront s'asseoir à mon stand et je leur ferai leur oragramme en 30 minutes. Je fais un oragramme un peu plus condensé, mais voilà, ils pourront avoir ça. Il y a Aurore Fait de la Terre qui est céramiste et qui proposera aux personnes de créer leur propre statuette d'émotion. Il y a Aline, donc Zen Aqualine, qui proposera un atelier Zentangle, donc la technique de dessin, pour travailler sur le jardin de ses émotions. Il y aura Sandrine Pacheco, qui est aussi art thérapeute, qui proposera la technique du carnet de deuil. Pour déposer par l'art son deuil. Voilà, moi je proposerai une conférence qui s'intitulera Médiumnité et créativité quand l'art rencontre l'âme. Voilà, donc tu vois, il y a plein de Très bien, conférences oui. très différentes, mais le but c'est de pouvoir finalement voir quel est le média qui possiblement résonne le plus en nous, peut-être, hein, ou dont on a besoin sur l'instant. Ah, tu penses que ça, c'est un des mérites de l'art, peut-être, d'avoir différents canaux pour toucher les personnes? Je pense qu'on a autant de médias par l'art qu'on a de personnalités et de personnes sur Terre. Alors, c'est très bien. On a parlé aussi d'autres choses que tu fais. Je pense que tu travailles pour une association. Alors, je travaille pour plusieurs associations. En tout cas, moi, j'ai mon association qui est Jolies Ondes. Et Jolies Ondes, c'est une association qui permet justement de créer des événements, que ce soit autour de l'art, que ce soit autour de la médiumnité, de créer des séminaires de médiumnité aussi. Et puis, je vais au contact d'associations parce que, notamment, j'organise le Salon des Arts Divinatoires de Denonville au château de Denonville. Donc, c'est Florence qui sera mise à l'honneur cette année. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est ma part du colibri, c'est-à-dire que je crée l'événement, je reverse à une association d'aide au deuil pour qu'à leur tour, ils puissent inviter des médiums, des conférenciers pour pouvoir aider à leur tour les personnes endeuillées. Donc, voilà, c'est ma part à moi. Donc, c'est pour ça que je me sens aussi au service des associations. Et puis aussi, également, je me déplace dans les associations d'aide au deuil pour donner des conférences et des médiumnités publiques. Le deuil, les associations. Est-ce que tu fais aussi des ateliers? Tu as parlé de formation, si j'ai bien entendu? Oui, Oui. exactement. Alors, déjà en atelier, j'adore m'associer avec des art thérapeutes. Et donc, le prochain atelier que je donne, ça va être du côté de Chartres, c'est le 19 février. Ça s'appelle Carnet de deuil. Donc, on associe vraiment nos deux forces et nos deux compétences pour que l'expérience soit pleine. Pour les personnes qui assisteront à cet atelier. Et pour ce qui est des formations de médiumnité, en fait, on s'est regroupé avec plusieurs anciens de l'Arthur Finlay, justement, Diana Varisco, Denis Julière, Véronique Galli et moi-même. On organise des séminaires de médiumnité. On essaye, si tu veux, de ramener un petit peu l'expérience Finlay, même si l'expérience Finlay, c'est l'expérience Finlay, mais on essaye de ramener justement toutes nos forces, toutes nos compétences et aussi toute notre singularité en tant que médium, parce que chacun on a des façons de faire, on a des domaines de prédilection. Diana, elle va être beaucoup sur l'art-thérapie, elle va être beaucoup sur le chamanisme. Denis, lui, il est plutôt dans la transe. Véronique, elle est très dans la guérison, dans la transguérison et dans le contact avec nos guides. Et moi, je suis beaucoup sur le contact défunt. Et en fait, on permet à notre groupe, généralement, il y a une trentaine de personnes, chaque petit groupe va avec un médium par jour, donc c'est sur 4 jours, et chacun va découvrir en fait des techniques de médiumnité, ou en tout cas des façons de faire.
Parce que le but, c'est qu'à la fin du séminaire, les personnes puissent comprendre c'est quoi la médiumnité, comment elle fonctionne, comment elle est unique. Et donc, on essaye d'amener vraiment les gens sur cette pédagogie de la médiumnité, parce que notre médiumnité, finalement, on peut l'utiliser vraiment au quotidien. C'est un bel outil pour soi. Oui, c'est très très riche. Et donc, les personnes apprennent finalement à tirer parti elles-mêmes de leurs ressources. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Donc, on a déjà donné 2 séminaires l'année dernière. Et là, cette année, il y a encore 2 séminaires, donc en août et en novembre. Donc, toujours au château de Denonville, parce qu'on est vraiment... on a créé un petit cocon là-bas, en fait. Et puis, c'est un endroit tellement magnifique que voilà, j'ai du mal à aller ailleurs. Oui, il y a une histoire, il y a un Oui. lien. Oui, et des personnes qui sont touchées aussi par ce que tu fais finalement. Exactement, exactement. Oui, donc tout le cadre est propice à ça. Quand on se sent bien accueilli, évidemment, c'est agréable. Exactement. Voilà. Alors là, ici, à ton événement, il va y avoir combien de personnes à peu près le week-end prochain? Alors, 18 exposants, donc c'est un petit salon parce qu'on est vraiment dans une petite salle des fêtes. Là, pour le coup, on n'est pas au château de Denonville, mais en même temps, c'est un parti pris aussi, parce que je pars du principe que quand, justement, notamment quand on est sur l'art-thérapie, on a besoin aussi d'être dans quelque chose d'un peu cocooning pour pouvoir accueillir nos émotions de manière sécurisée, tu vois, sécurisante. Ça va être intime, oui. C'est intime, voilà, exactement, ça va être intime. À Denonville, on est sur 35 exposants, donc on est sur le double. Mais voilà, donc ça va être vraiment un cadre intimiste. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose de plus à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur? Déjà, ce qui me tient profondément à cœur, c'est que quand j'ai imaginé ce salon-là, en fait, il allait de soi que j'invitais mon papa à venir exposer ses peintures. Et ça, c'est une grande fierté pour moi, parce que c'est aussi le mettre en lumière, parce qu'il a toujours été un artiste peintre amateur, et en fait, il n'osait pas forcément, tu vois, exposer en galerie ou autre. Et là, quand je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, je fais un salon sur l'art au service de l'aide. Est-ce que tu aimerais exposer tes toiles? Et j'ai vu tellement d'étoiles dans les yeux de mon papa que rien que pour ça, pour moi, c'est un pari gagné. Oui, c'est un bel hommage que tu lui rends. Oui, c'est vrai. Et finalement, peut-être que c'est lui qui a semé déjà tout ça en toi aussi, hein, voilà, Absolument. sans le savoir. Je crois que quand on est enfant, on voit et on assimile énormément de choses, même sans que ce soit expliqué. Hein, c'est juste l'intégration tout le temps, finalement. Quand tu regardes un petit bout, c'est un observateur sur le monde et sur tout ce qui l'entoure. Et je suis heureuse parce que je retransmets à mes propres enfants, parce que moi j'ai 3 enfants en bas âge, 8, 4 et 3 ans, donc ils sont vraiment tout petits. Et quand ils me voient faire des oragrammes, parce que parfois j'en fais et j'ai toute ma famille autour, etc. Mais pour autant, je suis dans ma bulle. Et parfois, ils viennent, ils prennent aussi les feutres et ils en font. Donc ça me réjouit au plus haut point. Je me dis, ça aussi, c'est un pari gagné. Un enfant qui crée, c'est un enfant qui se réjouit et qui stimule son imaginaire. Donc, ouais. Oui, donc c'est une manière de leur transmettre aussi cette connexion finalement à plus grand que soi. Exactement. D'une manière joyeuse, amusante, ludique. Ludique, oui. C'est ça. Alors, en parlant de ludique, tiens, moi j'ai un petit jeu pour toi. Oh. J'adore jouer. C'est un petit jeu simple, tu sais. Il faut juste choisir un numéro entre 1 et 30. Le 3. Le 3. Alors attends, je regarde. Je vais te proposer quelque chose. C'était inattendu. Alors c'est une maxime qui nous vient de Georges Clemenceau, qui était un politicien français de la fin du 19e et qui a dit ceci. Il a dit « La vie est une œuvre d'art ». Je pense qu'on a notre conclusion. C'est magnifique, c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est vraiment comme ça, moi, c'est comme ça que je vois la vie. On crée sa propre toile. Souvent, mes amis m'appellent une tisseuse, mais c'est vraiment ça. Moi,
j'aime à penser qu'on est vraiment les créateurs de nos vies et que si on a envie de la rendre belle, à nous d'y mettre les couleurs. Ah, ça c'est joli, ça c'est la belle conclusion. Ah, ça c'est vraiment joli. Je crois que c'est une citation que je devrais retenir, que je vais refiler à quelqu'un d'autre. Oh là là, alors là, je peux mourir en paix, comme on dit. Je fais ça. Voilà. Oui, oui. Bien. Alors, je te propose de refaire un petit topo donc, de tout ce que tu as annoncé. Je remets la photo de tes orogrammes pour que tout le monde les voit bien. Je remets ensuite ton festival à venir, ton événement, l'art au service de l'être. Donc, vous voyez bien les dates. C'est encore le moment de changer vos plans ou bien de l'inscrire au calendrier si vous n'avez rien de On largue le mari, on largue les enfants. Voilà, quelque chose à ne pas rater si vous êtes dans le coin, bien sûr. Et puis, un petit peu plus tard, on a donc le 19 février à Chartres. Voilà. Et puis, ton événement du mois de mars. Voilà. Donc, évidemment, vous allez retrouver tous les liens pour entrer en contact avec Nathalie, tous les liens pour avoir ces renseignements-là sous cette vidéo. Donc, ne vous privez pas, allez voir, prenez le temps de tout regarder. Nathalie, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, une médium au service de l'art, une médium qui sent que l'art, c'est quelque chose d'important dans nos vies et que c'est une forme de médiumnité aussi. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé tout cela. Et bien entendu, si le cœur t'en dit, je te laisse le mot de la fin. Je finirai par le mot amour, parce que sans amour, on ne peut pas apprécier l'art. Ça aussi, c'est joli. Tu as un côté poète aussi, finalement. Oui, eh bien, écoute, franchement, je vais te donner l'anecdote. Ça fait 2 fois que je transe Jean d'Ormesson. Et je peux te dire que quand je le transe, ça envoie du pâté. Parce qu'il me donne des phrases incroyables. Il me parle beaucoup, beaucoup de poésie. Donc, je le soupçonne de venir me voir pour transmettre de la poésie, mais ça... Il te suggère des vers. Il me suggère des vers, oui. Mais c'est vraiment c'est un honneur et c'est un plaisir absolu de l'avoir en transe. La première fois, j'en ai pleuré. C'est incroyable à vivre et je suis heureuse de m'être filmée parce que je vois vraiment son faciès, ma voix change. Il avait un phrasé très particulier et je pense que ce qui me connecte à lui, c'est vraiment ce côté d'avoir gardé notre âme d'enfant, en fait. Ouais. Bien, merci beaucoup, Nathalie. C'était un grand plaisir. À très bientôt. Merci. À très bientôt à tous. Merci. Et longue vie à ta chaîne. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. À bientôt.